Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on fait un webinaire avec Marine qui a accepté de nous parler. Alors, moi, je l'attends depuis très longtemps pour ce sujet. On en a parlé. Je suis sa meilleure fan ce soir. Voilà, comme c'était pas clair, je le dis. On va parler du sujet alors globalement de tout ce qui est confiance en soi, de tout ce qui est la relation à notre éducation, à la fois intrafamiliale aussi, mais au sein de notre société. Et du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion sur nous, dans notre capacité à nous affirmer, à dire non quand on en ressent le besoin, quand on ne se sent pas aligné avec certaines situations ou certaines personnes, pourquoi on arrive dans des situations parfois à accepter quelque chose que on regrette, qu'on sait qu'on n'aurait pas accepté dans d'autres situations. Donc voilà, on va parler grosso modo de ces sujets-là, de la fidélité à soi-même et de où vient ce mécanisme qu'on a tous plus ou moins, qui rejoint le travail d'Alice Miller. Est-ce que j'ai bien introduit le sujet, Marine? C'est parfait, merci Ça beaucoup. va, très bien. Donc voilà, moi j'avais très hâte de parler de ce sujet parce que à titre personnel, ce qui peut être en intrafamilial me parle et aussi, mine de rien, tout ce qui est relatif à la société me parle aussi et on a tous vécu ces 2 années compliquées avec le Covid, avec des injonctions, des choses à faire avec lesquelles on n'était pas forcément très d'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi ce sujet et d'autres sujets d'ailleurs, de choses qui nous ont été imposées. Et on va essayer de comprendre comment on peut en arriver là, en fait, enfin, à cause des mécanismes auxquels on est habitué depuis tout petit. Donc, est-ce que je pose la première question ou est-ce que tu y vas? Oui, vas-y, pose-moi ta première question. Alors, première question, Marine. D'où vient le manque de fidélité à soi et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, quand on dit le manque de fidélité à soi, en gros, ce qu'on veut dire, c'est à quel moment on arrive à plus faire confiance à quelqu'un d'autre ou à faire quelque chose qui fait plus plaisir à quelqu'un d'autre qu'à nous, d'accord? On fait ça parce qu'on se sent obligé, on fait ça parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, même si ça ne nous correspond pas, et du coup, on va nier nos besoins à un moment, réprimer nos besoins, soit consciemment, je sais que j'ai besoin de faire ça, mais là, je me sens pas du tout capable de le dire à mon patron ou de le dire à mes parents ou de faire des choses comme ça, ou même à la maîtresse de mes enfants, et cetera. Et parfois, complètement inconsciemment, on a l'impression qu'on est d'accord, qu'on est juste comme ça, et puis on va découvrir qu'en fait, il y a beaucoup de nos actions qui viennent du fait qu'on a envie de faire plaisir aux autres et qu'on n'arrive pas à s'autoriser à s'écouter, ou carrément qu'on est coupé dans notre fidélité à nous-mêmes en termes de sensations, de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est pas juste pour moi. C'est une question que j'entends beaucoup en consultation. Je sais pas trop qui je suis. Euh, Mm. je sais pas trop vraiment ce qui me correspond, ce que je devrais faire. J'ai un peu du mal avec ça. Souvent, c'est parce que notre fidélité à nous, elle est coupée. Elle s'est coupée en fait très tôt quand nos parents nous ont appris. Et je vais détailler ça évidemment parce que ça va avoir l'air d'une grosse phrase, mais ils nous ont appris qu'ils nous aimaient seulement de manière conditionnelle. Ils Mm. nous aimaient si on faisait ce qu'ils voulaient. Ils nous aimaient pas si on faisait pas ce qu'ils voulaient. Évidemment, c'est une façon de parler. Il y a de fortes chances que vos parents vous aiment quoi qu'il arrive et vous aurez aimé quoi que vous fassiez. Mais l'important, c'est que dans un cerveau d'enfant, nous, on retient simplement des choses très simples et binaires à un certain âge. C'est-à-dire, si je fais quelque chose et que papa et maman sont contents, c'est qu'ils vont m'aimer, c'est bien. Si je fais quelque chose et que papa et maman sont pas contents, ben, ils vont plus m'aimer. Et là, du coup, je vais être en danger. Il faut Mm. vraiment comprendre que tout ça, ça vient d'une programmation de notre cerveau primitif de je suis un être vulnérable en tant que petit humain, je ne peux pas survivre sans le groupe, je ne peux pas survivre sans mes parents, sans qu'ils aient envie de s'occuper de moi. Donc, ma meilleure manière de survivre, c'est d'aller développer ma fidélité à eux dans le sens de faire des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils attendent de moi. Parce que si je fais ça, je me garantis qu'ils auront encore envie de s'occuper de moi et de me donner à manger et de me donner un abri et de m'apprendre à survivre. Alors que si je vais à l'encontre d'eux, je risque d'être rejetée. Et donc, évidemment, je perds énormément de chances de survie. D'accord? Donc, c'est des choses qui ne sont pas conscientes, mais dans les cerveaux des enfants sont programmés pour un peu interpréter les choses comme ça. Et donc, ensuite, faire en sorte que ça se mette en place. Et la plupart du temps, du coup, ce qu'on apprend, c'est typiquement, on est un enfant et on sent qu'on a besoin de faire une crise, on a besoin de sortir nos émotions, on a besoin de crier, on a besoin de dire que c'est pas juste parce que là, on s'est fait disputer pour rien ou parce qu'on comprend même pas pourquoi on se fait disputer. À ce moment-là, on a cette connexion très forte avec nous-mêmes de je sens que c'est pas juste. Je sens dans mon corps que ça va pas et on le voit quand on voit un enfant qui sent que c'est pas juste. On voit bien qu'il est complètement connecté au fait que ça va pas et tout son corps va réagir.
À ce moment-là, si on n'a pas des parents qui savent gérer leurs émotions et qui connaissent le développement de l'enfant, ce qui est le cas de nos générations d'avant, etc., largement et de pire en pire, on va se retrouver avec en fait des parents qui vont apprendre à l'enfant que c'est pas bien, c'est pas ça ce qu'il devrait faire. Il devrait pas ressentir ça. Ça, c'est typiquement ce qu'on va faire quand on va dire à l'enfant, on va nier ce qu'il ressent, on va minimiser, on va l'humilier, on va s'énerver contre lui, on va le punir. Si tu fais ça, si tu ressens ça, si tu dis que t'es pas d'accord, si tu es contre moi, si tu dis que c'est pas bien ce que je fais, que je suis pas juste, c'est que tu es un ingrat, c'est que tu te rends pas compte de la chance que tu as, ou c'est que tu réagis pour rien, c'est que tu es trop sensible, peu importe. À chaque fois, ce message-là, il va être reçu par l'enfant comme moi, je sens ce qui est juste pour moi. Et quand je sens ce qui est juste pour moi et que je le dis, on me renvoie l'image que non, c'est pas ça. En fait, je me trompe. En fait, c'est pas comme ça. Et donc, quand c'est ça, quand on est un enfant, on a deux choix. Soit on reste connecté à ce qui est juste pour nous, je continue de pleinement sentir ce qui est juste pour moi, et du coup de sentir que cette situation-là, elle n'est pas OK du tout, ça va pas en fait. Je me sens mal, c'est pas juste, je me sens mal, c'est violent, je me sens mal, je comprends pas pourquoi on me dit ça, et personne m'explique, ou je me sens seule, etc. Donc je vais avoir cette connexion avec le fait que c'est mauvais pour moi. Et en permanence, je vais avoir le message que non, mes besoins seront quand même pas comblés. Non, c'est pas ça que je dois faire. Là, je suis en train de décevoir mes parents. Là, je suis en train de risquer d'être rejetée. Donc, c'est une situation, on comprend bien, qui est très désagréable. Ou Mm. alors, l'autre solution, c'est que je décide de m'adapter à mes parents, quoi qu'il en coûte, quoi que ça veuille dire pour moi, du coup, en termes de combien de besoins je vais réprimer. Est-ce que je vais réprimer mon besoin de pleurer, mon besoin de crier, mon besoin de ne pas être d'accord, peu importe. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre et je vais couper cette connexion parce que si moi, je la ressens plus, je vais arrêter de l'exprimer. Et si j'arrête de l'exprimer, ben, je vais faire plaisir à papa et maman, ils vont m'aimer et je vais être en sécurité. Et j'aurai plus besoin de ressentir la petite gifle intérieure à chaque fois de je sens que c'est ça qui est juste, je le propose, on me dit non et on nie mes besoins. D'accord? Du Oui. coup, on voit bien que, ben, évidemment, dans un objectif de moins souffrir, on va choisir la deuxième solution. On va jamais choisir de rester connecté à ce qu'on ressent parce que c'est trop dur, c'est beaucoup trop douloureux, d'autant plus pour un cerveau d'enfant qui n'est pas capable de gérer toutes ses émotions, de prendre du recul, etc. C'est beaucoup trop violent. Donc on va passer en mode adaptation. Ben, puisque je ne peux pas être fidèle à moi-même, c'est trop dangereux. Je vais être fidèle aux autres et je vais être fidèle à toutes les formes d'autorité en fait à ce moment-là. Mm. Après, ça va se répercuter dans un schéma de quand une forme d'autorité me demande de faire quelque chose et que je sens que c'est pas juste, de toute façon, je sens même pas que c'est pas juste et je vais continuer. Euh, Ouais, il y a vraiment comment dire, une séparation nette entre, enfin, le ressenti n'est plus, quoi, il n'est plus perçu, il est enfoui peut-être très profondément dans le subconscient, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'il y a quand même une perception très certainement, de qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, voilà, mais ça ne viendra pas ressurgir directement dans le conscient. Ça peut peut-être se matérialiser dans le corps sous forme de douleur, de répression, de réprimer quelque chose. Ouais, j'allais dire que ça doit être la partie que toi tu vois aussi. Ah oui. Je réprime plein de choses. Consciemment, ça va, je suis bien, je fais bien tout ce qu'il faut. Par contre, j'ai de l'eczéma, par contre, j'ai mal au ventre, par contre, j'ai mal au dos, par contre, j'ai pas mal de choses comme ça qui me viennent. Oui. Ça, c'est typiquement des choses qui vont se manifester à ce moment-là. Ou simplement, ce que moi je vois beaucoup, je vais avoir de l'anxiété et de la dépression et j'ai aucune idée de pourquoi. Et ça, c'est vraiment les patients qui viennent et qui me disent alors moi, je me sens mal, j'ai pas confiance en moi, je me sens déprimée, je me sens pas bien, j'ai du mal à profiter du moment, j'ai du mal à être là, j'ai beaucoup de pensées qui me viennent, j'ai vraiment du mal au quotidien. Mais je vois pas du tout la raison parce que j'avais des bons parents, ils étaient gentils. En général, ils vont dire quelque chose comme ils étaient un peu durs, mais c'était vraiment pour notre bien. C'est pour ça qu'on a choisi ça comme titre aussi. Oui. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour moi, donc ça va. Mais malheureusement, bah, ça suffit pas en fait qu'ils le fassent pour nous. Malheureusement, on a besoin de plus que ça. Et je pense que c'est important de faire un petit peu d'histoire à ce moment-là et de comprendre comment on s'est trompé, en gros, dans l'éducation des enfants. Comment ça se fait. Et Ouais, juste à tout le monde de j'ai garder. vu que ça bien fait. Du coup, moi j'ai étudié des manuels d'éducation qui datent de à peu près le Moyen Âge jusqu'à les années 2000. Et maintenant, évidemment, je continue d'en lire, mais je dirais que les plus récents sont quand même mieux, donc c'est plus pareil. Et en gros, je vous fais vraiment le résumé, mais on part vraiment d'une idée à propos de l'enfant que l'enfant porte quelque chose de mal. Il y a vraiment l'idée au Moyen Âge et compagnie de il naît avec le démon en lui, il faut le faire sortir à coup de oui, tout part de l'enfance finalement, dit Sophie, et tout finit par ressortir lors d'un moment de sa vie, ben, complètement, complètement. Et je dirais même que ça
ça ressurgit dans plein d'éléments de notre vie et qu'il y a un moment où ça peut faire sens, mais en fait, ça s'était propagé dans plein de petits choix et de construction de notre personnalité. Donc, on part du coup d'une idée que les enfants sont des démons et qu'il faut faire en sorte que ça s'arrête. Et du coup, pour ça, oui, pour être aimé et accepté, exactement, Edouard, on va du coup faire en sorte de brimer les enfants, d'être violent, d'être rejetant, de faire toutes sortes de choses qui vont donner du résultat à court terme. Ça donne l'impression à l'adulte que du coup, ça a marché. C'est bon, mon enfant maintenant, il est calme, il est sage. On le voit avec toutes les méthodes de dressage au sommeil. Et si je le laisse tout seul dans sa chambre assez longtemps, il va arrêter d'appeler, donc c'est qu'il dort, donc c'est qu'il est calme, donc c'est que j'ai réussi à le rendre calme, etc. Et c'est quelque chose qu'on a gardé dans l'inconscient collectif pendant très longtemps. Même là, un des livres que j'ai lu qui date des années 2000, c'est une pédiatre, donc qui est censée vraiment s'y connaître en physiologie. Elle a quand même pour elle que c'était les années 2000 et que les dernières découvertes sur le cerveau des enfants, c'était 2014, mais je pense que c'est quand même important de repérer que même des choses récentes et même des pédiatres avaient encore ces idées-là il n'y a pas si longtemps. Et sur En plein de fait, sujets. On elle pourrait faire avait une écrit, liste. ouais, oui, elle avait écrit qu'en fait, il fallait pas donner au bébé à manger à partir de la naissance. Il faut jamais lui donner à manger quand il pleure. Il faut attendre qu'il ait fini de pleurer, alors qu'il est tout nouveau-né, hein, pour qu'il comprenne que c'est nous qui décidons quand il mange. Parce que sinon, ce sera un enfant roi et il nous demandera toujours de l'écouter et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, on part sur une super hiérarchie autorité et ça, je l'ai beaucoup vu en accompagnant des familles, beaucoup. Ben, moi, je sens, typiquement, c'est un très bon exemple pour ce soir, moi, je sens que mon bébé, il a besoin de moi, mais j'y vais pas parce que ma pédiatre, elle a dit que sinon, j'allais en faire un enfant gâté. Moi, je sens qu'il n'a pas envie de rester tout seul, qu'il a peur, mais ma mère, elle m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, elle avait fait ça avec moi, ça marchait. Ma grand-mère, elle m'a dit que comme ça, il allait dormir. Elle m'a dit que sinon, j'allais trop le gâter, etc. Mais je sens que c'est pas juste, mais je me retiens quand même de faire ça parce qu'on m'a dit que c'était mieux pour lui. Et du coup, on voit bien que dans toutes ces périodes-là, jusqu'à les années 2014, du coup, même si en fait, il y avait plein de gens qui l'avaient pressenti avant, qui en avaient parlé avant d'avoir des preuves scientifiques, on croit que l'enfant, il a besoin d'être dressé et on croit que le résultat à court terme, c'est la preuve qu'on a réussi son éducation. Et maintenant, on sait aussi que c'est faux parce qu'on a les preuves et les études, etc., qui montrent que non, en fait, oui, sur le court terme, vous pouvez rendre un enfant obéissant, mais au détriment de sa confiance en lui. Au plus vous êtes violent avec lui, au plus il va avoir des comportements antisociaux. La plupart du temps, on va le punir ou le taper, crier, etc., pour qu'il apprenne à se comporter bien, à être un bon individu. Et en fait, il va retenir la punition, le cri, la violence, mais il ne va pas retenir pourquoi il a été puni, pourquoi on a crié. Surtout, il ne va jamais retenir la morale de l'histoire. Ça ne transmet pas la morale d'être violent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris très récemment. Et en même temps, on a appris comment se développer le cerveau de l'enfant. Et on a appris pourquoi il faisait des crises, pourquoi il avait besoin de nous la nuit et qu'il ne pouvait pas s'endormir tout seul et qu'il se réveillait, pourquoi il se passait des choses comme ça, pourquoi il avait l'air de nous pousser à bout et de faire exprès, etc. Et pourquoi c'était lié à l'immaturité de son cerveau, en fait. Mais tout le temps où on a manqué ça, c'est-à-dire Des l'histoire de générations. l'humanité, Ouais. en tout cas pour nos sociétés à nous, parce qu'il y a d'autres tribus, d'autres sociétés qui ont perçu ça et qui s'occupent complètement différemment de leurs enfants. Évidemment, là, c'est très ethnocentré ce que je suis en train de raconter, évidemment. Mais en fait, à ce moment-là, à chaque fois, on fait la même chose avec les enfants. On leur dit, moi, je sais ce qui est juste pour toi, et toi, tu sais pas. Et ce que tu es en train de me demander quand tu es connecté à toi-même, je le nie, je le minimise, je le punis éventuellement, ça peut arriver dans des familles, et du coup, je vais te couper complètement de ça. Et comme ça, tu auras l'air d'un enfant sage, moi j'aurai l'air d'être un parent qui a réussi, et tout se passera bien, il n'y aura pas de cris, etc., etc. Alors qu'on voit bien qu'en fait, ben, pour ça, oui, sur le moment, ok, mais après, ça nous donne des générations et des générations qui manquent de confiance en eux, qui ont des problèmes de syndrome de l'imposteur, anxiété, dépression, etc. Bien sûr, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est quand même la racine d'énormément de facteurs. Ouais. Ok. Du coup, les violences éducatives ordinaires, le terme violence est applicable en fait à même dans la situation où ton émotion en tant qu'enfant est niée. C'est pas le simple fait de taper un enfant ou de lui crier dessus, c'est déjà une violence que de nier ce qu'il ressent. Et ça, c'est du coup hyper courant. Exactement. Les violences éducatives ordinaires, c'est tout ce qu'on fait parce que c'est normal, parce que tout le monde le fait, mais dont on sait maintenant que c'est violent pour l'enfant et que c'est mauvais pour lui. Ça veut dire de se moquer de lui quand il ressent quelque chose,
de nier ce qu'il ressent, mais ça peut être aussi toutes les petites, on appelle ça, il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin, désolée, je ne me rappelle plus son nom à cette dame, qui avait appelé ça les 12 violences. C'est toutes les choses qu'on va faire où en fait on va apprendre à l'enfant que c'est pas vraiment une personne qui mérite pas d'être respectée exactement de la même manière. Et ça peut aller du coup de nier des émotions, se moquer, dire mais non, etc., faire du gaslighting, à des choses qu'on va faire sans même réfléchir, comme essuyer la bouche à un enfant, à un bébé, sans lui montrer qu'on est là, qu'on va le faire, le préparer, le prévenir, etc. Forcer à mettre des choses dans sa bouche. Typiquement, moi j'ai vu des parents faire ça, hein, et même des asthmates faire ça, boucher le nez pour faire rentrer une cuillère. Enfin, je veux dire, après, on se récupère du coup des patients qui ont des TCA et des problèmes plus tard. Mais sérieusement, il y en a vraiment plein. Et évidemment, dans tout ça, il y a les plus grosses violences qui sont plus évidentes, mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Moi, j'ai plein de patients qui me disent que leurs parents n'étaient pas violents. Ils leur mettaient juste des fessées, ils leur mettaient juste des gifles. De temps en temps, ils leur tiraient les cheveux. Mais à part ça, c'était bien. Et c'était seulement quand c'était de leur faute. C'était seulement parce qu'eux, ils avaient été des mauvais enfants à ce moment-là. Et c'est là où on voit bien aussi que ça nous fait perdre confiance en nous. La plupart du temps, alors, je ne vais pas très en détail là-dedans, mais encore une fois, on pourrait tellement faire de choses à propos de ça. Mais je l'explique quand même dans une autre conférence que vous pouvez retrouver sur YouTube sur autorité et laxisme. Comme ça, vous pouvez avoir des données sur le cerveau des enfants. Mais on voit bien que l'enfant, à ce moment-là, il n'est pas capable de se gérer, il n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, d'avoir l'air calme, etc. Et il va apprendre à ce moment-là souvent que c'est de sa faute. C'est lui qui a induit la violence. C'est parce que lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait, alors qu'en fait, il est physiologiquement incapable de faire ce qu'il fallait ou ce qu'on attend de lui dans cette situation, comme rester à table sans bouger alors qu'il a 2 ans, manger avec ses couverts alors qu'il a 1 an et demi, ou ne pas faire de crise alors qu'il est hyper frustré de ne pas avoir eu ce cadeau, ou que tout d'un coup, l'activité dans laquelle il adorait s'arrête. Pour toutes ces raisons-là, on va lui donner de la violence. Soit on va le rejeter, on va l'humilier, on va le mettre de côté, on va lui donner une fessée, on va crier, on va lui faire peur, toutes sortes d'autres techniques de manipulation ou de chantage qu'on peut trouver très classiques et que n'importe quelle grand-mère ferait habituellement, ou parents évidemment. Et en fait, à ce moment-là, il va se dire, ben, quand je reçois de la violence, c'est de ma faute, c'est parce que je suis quelqu'un de mauvais, c'est parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. En fait, ce qu'on sous-entend à l'enfant quand on fait ça, c'est, en fait, tu devrais te comporter bien, c'est pas normal que tu te comportes comme ça, il y a un problème avec toi, et du coup, c'est légitime qu'on te donne de la violence en échange parce que tu l'as vraiment mérité. Il n'y a aucun moment où quand on reçoit ce message, on peut ensuite tout d'un coup se dire, en fait, je mérite vraiment qu'on me traite bien dans une relation. Bien sûr, je vais aller avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui me traite bien, qui me respecte. En fait, on apprend qu'on est quelqu'un de méchant, qu'on est mauvais. Et ça va vraiment miner la confiance en soi de l'enfant, qui peut réagir des fois en faisant du coup, en surinvestissant à l'inverse. Il va devenir très sage, il va devenir très gentil, il va devenir très bon à l'école, il va bien s'adapter. Du coup, il va être très renforcé là-dedans. Et il peut continuer de penser, en fait, je le fais, mais au fond, je sais que je ne suis pas quelqu'un de bien. Typiquement, les syndromes de l'imposteur et tout ça, on peut avoir ça aussi comme racine de, en fait, je fais ça, mais je le fais pour plaire, je le fais pour avoir l'air, mais c'est pas vraiment qui je suis, parce que qui je suis, c'est quelqu'un qui est pas aussi bien que ça, qui mérite pas autant que ça. Et souvent, ça a commencé dans ces moments-là. Parce que il y a toujours un message dans ce qu'on envoie, en fait. Et c'est important. Et c'est aussi ça la clé pour avoir confiance en soi. C'est presque trop simple. Il suffit juste de chercher quel est le message dans ce qu'on reçoit. Les messages qu'on se donne à nous-mêmes, quand on se parle à nous-mêmes, quand on parle de nous, est-ce que je me dis que je suis bête ou est-ce que je me dis que je me suis trompée, par exemple. Et dans les messages qu'on laisse les autres nous envoyer, est-ce que je laisse quelqu'un me parler comme ça? Est-ce que j'accepte dans ma relation qu'on me traite comme ça, etc. Si chaque message est positif, si chaque message vient dans la bienveillance, l'empathie et l'acceptation, je vais avoir le matériel pour construire ma confiance en moi. Si par contre, j'ai pas ça comme message, et si je ne les ai pas eues quand j'étais enfant, je vais avoir tendance à reproduire des relations qui sont familières, qui ressemblent à ça, où ça va me paraître hyper normal d'être traité comme ça. Et où du coup, ça va être compliqué. Et de la même manière, ça va paraître hyper normal pour moi de faire la même chose à mes enfants. Parce que mes parents, ils l'ont fait parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce qu'ils avaient raison, parce que tout le monde fait ça, parce que je le méritais, parce que c'est le seul moyen, parce que sinon on n'est pas sage, parce que sinon on devient des enfants rois, etc., etc. Ce qui est, petite parenthèse, une réalité que quand on est trop laxiste, les enfants ne se comportent pas bien non plus, hein. Mais c'est un autre sujet. Mais il y a un juste milieu entre les deux à trouver, quoi. Ouais. On a, je crois, fait de la non-remise en question sur même temps pour faire perdre confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, du coup, je rebondis sur la question la question d'être gaslighté par ses parents, qui est du coup souvent renforcée après dans le système éducatif.
pour le coup, ça me parle parce que on a nié totalement des choses que tu essaies de transmettre quand tu étais enfant, tu savais pas comment le verbaliser, ni voilà, tu cherches une façon de faire passer le message, mais tu n'y arrives pas. Déjà, première violence. Et deuxième violence, tu arrives à l'école, on t'encourage pas, on te demande pas ce que tu aimes, vers quelle voie tu veux aller, tu es vachement dirigé parce que moi j'ai fait lettres au départ. Je m'en foutais des lettres, hein. Je voulais pas du tout finir en lettres. J'étais douée. On m'a dit, ben, Estelle, c'est là-bas pour les doués. Même si t'aimes pas, on s'en fiche. Donc il y a violence sur violence en plein dans la période charnière de ta vie de construction où ton cerveau il est même pas totalement fini. C'est ça qui fait que à titre personnel, je trouve qu'après, à l'âge adulte, c'est hyper difficile d'en sortir de ce schéma-là. Il y a que des choses qui se sont enchaînées de cet ordre-là, en fait. Ouais, bah, en fait, il n'y a aucun moment, et clairement, c'est pas l'intention euh, du gouvernement, de la société, etc., On va se discuter plus tard. de créer des gens qui vivent pour eux-mêmes et pour être heureux eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas très... c'est risqué, quoi, pour une société de faire ça. En tout cas, dans la perspective qu'on a, en réalité, je pense que ça peut apporter plein de changements, mais en termes de patriarcat et de capitalisme, ça n'a aucune valeur, hein, c'est pas intéressant. Il vaut mieux que des gens soient obéissants et il vaut mieux qu'ils fassent ce qui est prévu plutôt qu'on commence à chercher qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce qui serait bien. On le voit dans les programmes éducatifs, toutes les preuves scientifiques, les exemples des autres pays, etc., qui nous montrent que c'est autrement qu'on pourrait éduquer les enfants et qu'ils pourraient du coup profiter, apprendre mieux, avoir plus de plaisir à apprendre, être davantage en connexion avec leurs possibilités, développer plus de potentiel et tout ça. Ça s'est jamais mis en place, c'est pas un truc qui est important en tout cas en France. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses politiques derrière pour ce que les enfants vont devenir, on voit bien. Donc, bon, encore une fois, c'est un grand sujet. Mais en effet, on voit bien qu'à tout moment de notre vie, il n'y a pas de choses qui nous guident vers qui on est nous et ce qu'on veut. Et quand je parle de société d'obéissance, etc., ça peut avoir l'air bizarre ou complotiste, carrément. Mais en réalité, c'est aussi le travail d'Alice Miller, du coup, dont on parlait tout à l'heure. C'est une psychologue qui est juive, qui a perdu sa famille pendant la guerre, etc., et qui a travaillé sur en gros, ben, sur comment on en était arrivé là, quoi. Comment c'est possible de faire en sorte que des humains fassent quelque chose d'aussi terrible à d'autres êtres humains. Et concrètement, Hitler tout seul, il pouvait pas le faire. Je veux dire, physiquement, il n'avait pas le pouvoir de tuer autant de gens. Il n'était pas un tel orateur qu'il a convaincu tout le monde. Il y a forcément autre chose. Et donc, elle a fait une œuvre complète, passionnante, vraiment, avec un travail vraiment très intéressant, qui montre qu'en fait, ça commence dans les violences ordinaires. Ça commence dans l'éducation, en fait. Au moment où on ne s'autorise pas à remettre en question ses parents, et c'est pour ça que c'est très juste ce que tu as dit, Edouard, à propos du fait que c'était douloureux que nos parents ne se remettent pas en question. Si ça n'est pas une possibilité, si on ne peut pas dire à nos enfants, bah, tu sais, je me suis trompée là, c'était pas ça que je devais faire, ou tu sais, si tu sens que c'est pas juste, tu as le droit de me le dire. Peut-être qu'il y a un espace, peut-être que tu peux pas négocier tout le temps chaque chose que je vais faire, mais on va créer dans notre famille un espace où tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord, où tu as le droit de me remettre en question, tu as le droit de me dire, tiens, tu vois, je pense que là, c'était pas ça qu'il fallait faire, et on peut en discuter. Et moi, je suis capable de me remettre en question, de réfléchir et d'aller changer mon comportement s'il faut. Je suis aussi capable de savoir que là, j'ai eu raison, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de tout le temps se remettre en question. Mais quand on n'a pas ça, ce qui est à dire, bah, évidemment, le cas de pratiquement tout le monde, et qu'on a des parents qui eux-mêmes sont émotionnellement immatures à cause de leur éducation, qui sont incapables du coup de se remettre en question parce que c'est trop dangereux pour eux, bon, pour toutes sortes de raisons qui seraient passionnantes à expliquer mais qui sont un peu longues, quand on fait ça, en fait, on va du coup apprendre à notre enfant que ce qu'il faut faire, c'est obéir à la hiérarchie sans réfléchir et sans rester connecté à soi. Et ça donne une sensibilité qui fait qu'après, on est prêt un peu à tout pour obéir sans se connecter. La perte de fidélité à soi dont je parlais au début, de je sens que ça, c'est pas juste et je suis prête à me battre pour ça, à dire là, non, je ferai pas ça, c'est vraiment pas juste pour moi. Si c'était interdit quand j'étais enfant, si c'était dangereux au point d'avoir des violences ou d'être rejetée, d'être humiliée par ma propre famille, dans ce cas-là, quand ça va se reproduire dans ma vie, cette situation, je vais avoir énormément de mal à savoir dire stop. Je vais avoir énormément de mal à dire non, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, mon enfant intérieur, l'enfant que j'étais, il va revenir, il va dire mais tu sais, quand c'est comme ça, c'est super dangereux si on n'obéit pas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est obéir à la hiérarchie. De toute façon, on est déconnecté de ce qu'on ressent, qui est juste pour nous. Donc, on n'a pas besoin de se connecter à notre humanité, à notre empathie et tout ça. Au moins, on ne prend pas de risque. C'est plus sûr de faire ça. Et du coup, on arrive à des comportements très aliénants
Et on le voit dans plein de situations. Et elle, Alice Miller, du coup, elle a prouvé vraiment avec son travail que ça venait de là. Elle a aussi fait du coup tout un travail sur le fait que même les gens qui étaient très violents, même Hitler, quand on cherche dans leur enfance, on comprend pourquoi ils en sont arrivés là. Et en gros, sa conclusion à elle, c'est qu'on a besoin de s'autoriser à remettre en question nos parents. Et une des choses qui bloquait vraiment ça, c'était l'idée que dans toutes les religions, on retrouve le commandement de tu n'as pas le droit de critiquer tes parents. Et en fait, tant qu'on ne peut pas les critiquer, et moi je le vois beaucoup en séance, alors je dis ça, mais c'est pas pour les critiquer, hein. Je dis ça, c'est pas pour dire du mal d'eux. Je suis très reconnaissante, je suis vraiment très contente. J'aime beaucoup mes parents. Mes parents ont beaucoup fait pour moi. Ils m'ont payé ça, ils ont fait ça, ils m'ont gardé mes enfants. Euh, attention, attention, ça je l'entends énormément. Mais quand même, c'est vrai que ça m'a fait mal, c'est vrai que c'était dur, c'est vrai que maintenant, quand je repense encore à ça, j'ai envie de pleurer, alors que j'ai 40 ans, mais quand même, c'est difficile, etc., etc. Et donc, en fait, c'est vraiment ce moment-là où, tant qu'on s'empêche de critiquer nos parents, on s'empêche de regarder là où on a mal, on s'empêche de voir ce qu'on méritait d'autres, et donc on s'empêche de se le donner, et d'envoyer le bon message, comme je disais tout à l'heure, et d'avoir confiance en soi. Et évidemment, ça nous bloque du coup de plein d'autres situations, notamment celle dont on parlait là. Je vais regarder juste les messages qu'on a reçus en attendant. Est-ce que nous, enfants, sommes bien placés de leur dire remettez-vous en question? Personnellement, si je dis ça à mes parents, ils me rigolent au nez, j'ai une porte qui se ferme. Bah, c'est un très bon exemple, Sophie. En fait, le fait que quand vous y pensez rien, d'y penser, vous vous dites ben, ils vont fermer la porte, ça vous montre combien il n'y avait pas cet espace-là chez vous. Et combien, du coup, ben, la seule chose qu'il vous reste à faire quand c'est comme ça, c'est de dire soit je risque d'être rejetée et je les remets en question, c'est hyper dangereux. Je veux dire, le rejet, pour un être humain, ça vient chercher la zone du cerveau la plus qui est connectée. En fait, c'est la même zone du cerveau qui est déclenchée que quand on a une douleur physique. C'est vraiment une blessure émotionnelle très très forte parce que c'est très dangereux, comme j'expliquais au début, d'être rejeté quand on est un être humain. On ne peut pas survivre sans le groupe, donc on a énormément de processus d'adaptation qui nous permettent de tout faire pour le groupe. Si vous avez déjà vu il y a une expérience comme ça qui est assez marrante et flippante à voir. C'est l'expérience de la salle d'attente. On met des gens dans une salle d'attente. En fait, c'est tous des complices, sauf une personne qui est testée. Et toutes les 5 minutes ou 10 minutes, il y a une sonnerie qui sonne. Et tout le monde se lève et fait un geste, n'importe lequel. Et en fait, au début, la personne qui est étudiée, elle ne le fait pas. Et à force que ça se répète, que tout le monde le fait, elle finit par le faire sans jamais savoir pourquoi elle le fait. Mais simplement parce qu'en fait, on a besoin de ça. Il y a plein d'études comme ça qui montrent combien on est prêt à faire des choses, même quand ça n'a aucun sens pour nous, pour être sûr de garder notre place dans le groupe. Et évidemment, notre place dans le noyau familial, c'est une des places qu'on voudra sécuriser le plus. Parce que c'est toute notre sécurité. Et on voit bien qu'il y a plein de systèmes comme ça familiaux où, quoi qu'il arrive, on va défendre notre famille, même si on n'est pas d'accord, même si c'est pas juste, c'est pas grave, on va faire ça parce que ça nous protège. Donc, est-ce qu'on est bien placé pour leur dire de se remettre en question? Là, je dirais que la première personne qui devrait être la mieux placée, ce serait eux, de eux-mêmes avoir la capacité de le faire. Bien sûr, en général, ça ne se fait pas s'ils n'ont pas pu le faire pour toutes sortes de raisons. Mais on a le droit à tout moment de le faire. Et je pense que c'est aussi différent. Il y a différents échelons. On a le droit de s'autoriser à remarquer que nos parents, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient et s'autoriser à les critiquer avec nous, avec des personnes avec qui on se sent en sécurité, avec notre thérapeute, etc. Et rien dire à nos parents parce que, pour une raison ou une autre, dans cette situation, c'est peut-être pas la peine de leur dire ils comprendraient pas, ils sont pas assez matures émotionnellement pour gérer ça, ils me rejetteraient, ce serait difficile, etc. Et on peut réfléchir après, dans un second temps, à est-ce que c'est utile pour moi, est-ce que c'est thérapeutique pour moi, à un moment donné, de leur parler de quelque chose, de leur parler de mes blessures, de leur reparler de comportements qu'ils ont eus. Selon les familles et selon les cas, c'est pas obligé de leur dire à eux. Après, des fois, on a envie de leur dire à eux parce que nous aussi, on a des enfants, on veut qu'ils agissent autrement avec nos enfants, par exemple. Ça peut être un motif qui peut vous faire leur dire à un moment donné. Je sais en tout cas que c'est un déclencheur pour beaucoup de patients de pour moi, j'ai rien dit, mais quand ils commençaient à le faire à mes enfants, là, non, c'est plus possible. Donc, c'est au cas par cas, il n'y a pas. Je fais pas cette vidéo pour dire à tout le monde critiquez juste vos parents, allez les voir ce soir et dites-leur tout ce qu'ils ont fait de mal. Mais ce que je dis, c'est que c'est une étape nécessaire et que sans cette étape, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître vos blessures et ce qui a besoin d'être guéri. Et tant que je ne regarde pas où j'ai mal, je ne peux pas faire quelque chose pour me soigner. Je ne sais pas si j'ai besoin de points de suture, je ne sais pas si j'ai besoin d'un bandage, d'un plâtre. Je n'ai pas regardé, je sais que ça fait mal, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire. Quand je regarde, je peux me dire, ok, maintenant, je vais me soigner. Je vais reconnaître que ça, c'était pas bon. Je vais reconnaître que j'avais besoin de ce pansement, de cette crème, de ce temps de cicatrisation, d'enlever ces épines là qui m'ont fait mal, etc. Et après,
dans un autre temps, une fois que j'ai réussi à faire ça, je peux aussi évidemment reprendre du recul et pas rester forcément que en train d'être en colère avec ma famille, etc. Et juste réussir à me dire, ok, je sais que eux aussi, ils ont vécu ça en fait. Et je sais que eux aussi, du coup, ils ont récupéré tout ça et que c'était difficile pour eux de me donner autre chose, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'avaient pas les moyens émotionnels ou physiques de me donner ce dont j'avais besoin. Et donc, j'ai pas besoin de rester fâchée contre eux forcément. Mais j'ai besoin de reconnaître que ce qu'ils ont fait, c'était quand même pas ça qu'il fallait faire. Même si c'est pas de leur faute, même s'ils ont fait de leur mieux, même s'ils avaient de bonnes intentions. J'avais quand même besoin d'autre chose et j'ai le droit de m'autoriser à le dire et éventuellement de m'autoriser à leur dire si je sens à un moment donné dans mon processus thérapeutique que c'est utile pour moi, de reprendre ma voix en fait. C'est ça souvent le plus utile quand on va jusqu'à le dire à ses parents en fait. De réussir à se légitimer au point d'oser le dire à voix haute. Mais bien sûr, selon les systèmes familiaux, c'est plus ou moins dangereux, c'est plus ou moins possible. Et c'est pas pour tout le monde n'a pas à faire exactement le même processus quoi, dans ce domaine-là. Du coup, ça rejoint, on en parlait il y a quelques temps, mais ça rejoint la question de saine colère, de Ouais. s'autoriser. Enfin, parce qu'en fait, on te dit que c'est pas bien de se mettre en colère. Ça, tu te Mhm. rappelles sur Instagram, on t'avait Oui, fait la réflexion avec oui. ce commentaire et ça rejoint ça en fait. Ça veut dire non, tu n'as pas le droit de t'énerver, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses et surtout pas sous forme de colère parce que c'est une forme de violence de le dire comme ça. Mhm. Donc, la société te ramène aussi à ça, en fait, même sur les réseaux sociaux, t'es jamais Oui. tranquille. C'est incroyable. Mais du coup, il y a une colère, il y a un espace, en fait, pour la colère saine. Alors, comment tu la définirais? Ben, c'est marrant, hier, j'ai vu un collègue hypnothérapeute qui me disait qu'il avait lu le bouquin d'une nana qui faisait aussi de l'analyse transactionnelle comme moi et qui avait écrit un bouquin sur la différence entre la colère et la rage. Et je trouve que c'est un concept intéressant. Elle dit la colère, c'est quand on se défend, quand on a besoin de se défendre et d'être juste envers nous-mêmes. Et la rage, c'est quand on est un peu consumé par cette colère, quoi. Quand en fait on devient juste nourri par cette colère et elle est pas juste là pour nous défendre, elle est pour, enfin, voilà, elle nous ronge, quoi. Et je pense que la saine colère, c'est réussir à être en colère sans forcément être rageux. Mais c'est en fait de repérer que la colère, elle vient toujours pour une raison. Elle vient toujours nous dire, et il faudra que je repasse le replay là, du webinaire sur la colère que j'avais fait la dernière fois. Euh, mais en fait, c'est toujours un moment où ça nous permet d'être en contact avec nos limites. Et de dire là, si je suis en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi. Là, si je suis en colère, et la plupart du temps, on va le reconnaître en ayant de la rancœur. Parce que dans notre société, on n'a pas trop le droit d'être en colère, c'est vachement mal vu. Mais Si on oui. est en colère, ça veut dire qu'on est trop émotionnel. Enfin, émotionnel, c'est anglais, on est trop émotif. Euh, Si on est en colère, ça veut dire qu'on ne sait pas se gérer, ça veut dire qu'on ne sait pas maîtriser nos émotions, ça veut dire que, etc., etc. Donc en général, on veut avoir l'air de ne pas être en colère. Ou si on dit à notre enfant qu'on est en colère, c'est qu'on est un mauvais parent. Alors qu'il y a une manière saine aussi de l'exprimer à nos enfants, sans les accuser, sans les culpabiliser, sans leur faire peur ou être violent, en disant là, quand je vois ça, ça me met vraiment en colère. Moi, je suis en colère. Pas tu m'as mis en colère, pas tu fais rien, etc. Encore une fois, un autre sujet. Ouais. Mais du coup, la saine colère, c'est de repérer ce qu'elle veut nous dire, d'écouter le message et de dire ok, je vais pouvoir faire quelque chose. Exactement. Sophie, elle dit la colère nous permet de nous rendre compte que nos limites ont été atteintes. La colère, ça nous permet ça. C'est une énergie de protection. Et en fait, on a besoin de se protéger. Et je pense qu'on le sait très bien, Stella et moi. On a déjà vécu ça, de trop prendre sur nous et de dire non, mais allez, et d'être un peu trop people pleaser à une autre époque de notre vie. Et on sait qu'en fait, accéder à notre colère, ça nous permet de contacter avec le fait que non, on a le droit, là c'est légitime de dire stop, là on sent que c'est le moment de dire stop, et maintenant on va pouvoir faire quelque chose. Mais en particulier, pour le coup, petit aparté, les femmes. C'est pas Ouais, beau, une femme exactement. qui se met en colère, c'est pas joli. En Ouais, particulier, cette injonction-là, que moi j'ai intégrée depuis super longtemps, je trouve qu'elle est hyper présente pour les femmes en particulier. c'est Et, sûr. oh, l'hystérique, tu sais, tout de suite, ça va venir pointer une hystérique. Elle est forcément folle, voilà. Alors que non, elle a des émotions comme tout le monde et elle peut être énervée. Ouais, hystérique qui vient donc de l'étymologie quand même, qui vient de l'utérus, quoi. Donc on Mm. part quand même sur un truc, c'est une pathologie de femme d'être hystérique. Enfin, c'est un mot, moi je ne l'utilise pas du coup. Mm. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment important de repérer ça, en effet, de repérer tout ce qui a construit à faire en sorte qu'on soit éteint de notre colère, de notre connexion à nous-mêmes, etc. Tout comme les larmes, elles ont un message. Les larmes, elles ont un message et en plus, elles ont une utilité parce qu'elles vont, si vous analysez la composition de vos larmes, en fait, dedans, elles ont de l'ACTH, de l'adrénaline, etc.
Bref. On les a déjà observés au Ouais. microscope en fonction du type de larmes, c'est-à-dire pleurer de joie ou pleurer de colère ou ce genre de choses. On n'a pas la même Ou à cristallisation cause de des saliva. oignons. Ouais, Ouais. c'est super intéressant ça Ouais. aussi. Et on voit qu'en fait, tout ça, ce que je viens de vous dire et plein d'autres que j'ai oubliés, c'est les médiateurs chimiques du système nerveux sympathique. C'est en gros les produits que votre corps produit à ce moment-là, quand vous avez un stress ou un danger, qui vont permettre d'être stressé, mais du coup d'être réactif et d'être en mode défense. Quand on pleure, on peut vider cette énergie, on peut décharger ça. Souvent, les bébés, on voit, ils vont pleurer, ils vont se rouler par terre, ils vont taper du pied et tout ça. Et en général, dans notre société, on leur apprend à pas le faire. Du coup, ils arrêtent de le faire. Mais c'est hyper intéressant, il y a des tribus où on n'a pas appris à arrêter de le faire, et où les adultes, quand ils ont un trop-plein d'émotions, qu'ils ont été stressés pour une raison ou une autre, ils vont se rouler par terre comme des bambins chez nous, ils vont taper du pied, ils vont rouler, ils vont pleurer très fort, etc. Mais en fait, eux, ils avaient compris déjà que c'est un processus normal pour libérer l'émotion. Ça libère l'émotion physique qui était disponible pour fuir ou combattre, quand on bouge et qu'on fait des choses comme ça, et on libère en fait tous les produits, en gros, on va éliminer les produits qui nous ont permis de se mettre dans ce mode-là quand on va pleurer. Donc c'est hyper, hyper utile de pleurer. Et encore une fois, ça c'est... Bon, là, pour le coup, j'ai déjà fait pas mal de conférences exactement sur juste ce sujet-là. Mais le fait de pouvoir permettre à son enfant de se décharger quand il en a besoin, de pleurer quand il en a besoin, c'est important. Et en effet, on voit bien, pour revenir à ce que tu disais, Estelle, que quand on est une femme, quand on est une fille, on n'a pas le droit de se mettre en colère. De toute façon, nos jeux sont pas faits pour être en colère. Les garçons, ils ont le droit de jouer à la bagarre, ou je sais plus ce que c'est, là, les garçons, genre de Barbie garçons qui font la guerre et tout. Là, c'est bon. Eux, ils peuvent être comme ça, énervés, ils peuvent faire plein de trucs. Mais par contre, nous, on est censé juste être contente, être jolie, être gentille, et faire plaisir à tout le monde, etc. Donc, c'est clair qu'il y a une énorme dimension qui fait que beaucoup de femmes sont people pleaser et que beaucoup de femmes ont du mal à accéder à leur colère saine et à faire ça. Bon, moi, ça, je l'ai surpassé depuis longtemps, heureusement, parce que je sais pas où j'en serais, franchement. Alors, du coup, dernière question, en ce qui concerne le pardon, est-ce que tu peux un petit peu développer sur ce sujet? Alors, pardonner souvent. Alors, pardon, attends, d'accord, on va prendre Édouard d'abord. Dans notre société, montrer ses émotions, colère, larmes, etc., c'est se montrer vulnérable et beaucoup de personnes en profitent, du coup, on arrête. Bah oui, c'est sûr que c'est un apprentissage, encore une fois. On est dans une société où, je veux dire, 99,5% des gens sont immatures émotionnellement. Enfin, on est quand même, on est quand même au tout début de, allez, on pourrait peut-être changer les choses pour notre cerveau, etc. Et du coup, la plupart du temps, on est face à des gens qui ont dû réprimer leur propre vulnérabilité, ont dû réprimer leurs larmes, leur colère, etc. Et quand nous, on le fait, en fait, on est le miroir de ce que eux ils ressentent aussi, ou ils ont ressenti à des moments, qui a été réprimé. Et donc, quand on réprime quelque chose chez nous, on a tendance à vouloir le réprimer chez les autres aussi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ben, c'est un phénomène de société comme ça, il n'y a pas d'espace pour être vulnérable, et du coup, on va soit en profiter, parce que du coup, on ne va pas être connecté à notre empathie. Et ça aussi, on voit que quand on est victime de violences éducatives ordinaires, ou évidemment de plus de violences, etc., au plus les gens qui tapent leur enfant, si on leur demande pourquoi ils le font, ils vont dire pour qu'ils apprennent à être des bonnes personnes, à bien se comporter avec les autres, etc. Sauf que maintenant, on voit qu'au plus on a été tapé, au plus on a subi de violences verbales ou physiques quand on est enfant, au plus notre cortex orbitofrontal, la partie de notre cerveau qui nous aide à avoir de l'empathie, à réfléchir aux conséquences de nos actes, etc., elle est petite en fait. Elle est sous-dimensionnée par rapport aux enfants qui ont été bien maternés, bien parentés. Je dis maternés, mais ça peut vouloir dire par le père et la mère, hein. Une sensation de sécurité émotionnelle, etc. Du coup, on voit bien que ça marche pas du tout, mais ça fait aussi que au plus les personnes ont subi des violences dans leur enfance, au plus elles ont été niées dans leurs émotions, etc., au moins elles ont de capacités d'empathie et de comprendre que quand on est en train de pleurer ou quand on se montre vulnérable, ben, en fait, elles devraient pouvoir être là pour nous laisser un espace ou réagir de la bonne manière, entre guillemets, à ce moment-là. Elles sont coupées de cette possibilité-là parce que littéralement, leur cerveau n'est pas développé pour ça. Donc ça, c'est les gens qui vont profiter de vous la plupart du temps, ou c'est des gens qui ont appris qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux autres et que de toute façon, ils vont être du coup hyper égoïstes parce qu'ils ont appris à se débrouiller tout seuls parce qu'ils ne se sont pas sentis non plus émotionnellement soutenus. Donc ça va donner la même chose. Et sinon, la plupart du temps, c'est juste des gens qui vont réprimer chez les autres ce qu'ils faisaient chez eux. Si on ne veut pas que notre enfant il fasse une énorme crise dans le magasin, c'est pas seulement parce que ça fait du bruit, c'est pas seulement parce qu'on a honte, mais c'est parce que on veut pas, on revoit en lui l'enfant en nous qu'on a dû arrêter.
pour bien plaire aux parents, en fait. C'est vraiment ce phénomène-là qui se passe à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. Et on le fait chez plein d'autres gens pour plein de choses, hein. Même, je sais que moi, je déteste quand mon mari fait un certain truc qui fait du bruit, mais je sais que c'était interdit quand j'étais petite et que si je faisais un truc comme ça, on allait me dire non. Ou, je déteste voir des gens qui se rongent les ongles, mais en fait, ça m'a jamais réellement dérangée, je pense, en tant que telle. Mais quand j'étais petite, je savais que ma mère, elle détestait ça. Et du coup, j'ai appris que c'était vraiment un truc qu'il fallait pas faire. J'ai jamais eu besoin d'y réfléchir à est-ce que je suis pour ou contre me ronger les ongles. Est-ce que si je réfléchis au fait que c'est quelqu'un que je connais pas, ou je sais pas, qui est à l'autre bout de la table qui se ronge les ongles, ça a aucun impact sur moi. Spontanément, ça va chanter tout ça et juste, au fond, ça va me dire, maman dit que c'est pas bien, il faut pas le faire. Et du coup, il faut pas que ça soit fait. Mais sans même que j'ai conscience de ça. Et on voit bien que ça, c'est juste des choses, je veux dire, c'est pas très important. Mais en fait, pour plein, plein, plein de sujets, ça va agir comme ça à l'intérieur de nous et on va essayer de réprimer des choses. Et si du coup, c'est pas juste se ronger les ongles, mais que c'est pleurer, c'est que c'est dire que quelque chose va pas, c'est se montrer vulnérable, ben, du coup, je vais réprimer ça aussi chez les autres en mode automatique sans réfléchir, en fait. Mm. Donc, pour revenir à l'histoire du pardon, il y a beaucoup, beaucoup de gens, et je sais qu'il y a beaucoup de religions aussi qui parlent de ça, il faut pardonner, si on pardonne, on va se libérer, si il faut surtout pas rester en colère, il faut pardonner, 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 comme ça on se sent mieux. C'est pas vrai. Il y a un très bon post de Asma Psychologue sur Instagram où elle montre bien ça. Dans tous les cas, ce sera pareil, qu'on pardonne ou qu'on pardonne pas, c'est pas ça qui va faire notre travail thérapeutique en fait pour se remettre de notre enfance, quoi. C'est un truc à part. C'est Ok. important de repérer la quantité de blessures et la profondeur des blessures et combien l'autre personne se remet en question, s'excuse ou pas, etc. pour savoir si on veut pardonner ou pas. Pardonner quand c'est juste pour nous, pourquoi pas. Pardonner parce qu'on se force à réprimer encore ce qu'on ressent sous prétexte de pardon, ça non. Ça, c'est vraiment hyper délétère. Non, mais c'est bon, j'ai pardonné. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Si on a pardonné avant de s'être mis en colère, c'est qu'on n'a pas pardonné. Clairement, pour moi, ça, c'est déjà la première chose. C'est qu'on a réprimé ce qu'on ressent. Mm. C'est vraiment différent. Ensuite, pour chacun, on a le droit de pardonner ou non. On a le droit de rester fâché ou non. Et ma vision du pardon à moi, c'est qu'on a le droit de pardonner sans reparler à quelqu'un. On a le droit de pardonner sans garder une relation avec quelqu'un qui nous a fait du mal pour une raison ou une autre, famille ou pas famille, hein, peu importe. On a le droit de pardonner silencieusement. Pour moi, ma vision du pardon, c'est l'idée de dire, ben, je prends ce recul supplémentaire, je me mets en colère, etc. Je reconnais ce qui est juste ou pas. Je fais les choses qu'il faut pour essayer d'avoir une relation saine ou couper la relation, peu importe, avec cette personne et qu'elle arrête de me faire du mal. Et une fois que je me suis remis en sécurité, je peux choisir de prendre du recul et de me dire que, en fait, bah, y a beaucoup de choses qui font que cette personne, elle n'a pas pu faire mieux et qu'elle n'a pas pu faire autrement. Et que du coup, puisque je comprends toutes ces choses-là, je peux ne pas le prendre pour moi et ne pas me faire du mal en me rongeant les seins avec cette idée qu'elle est en guerre spécialement contre moi, qu'elle a fait quelque chose spécialement contre moi. Et du coup, je devrais rester très fâchée, énervée, etc., etc. Je peux pardonner dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que ça efface complètement la colère ou que ça efface complètement la légitimité de ce que je reprochais avant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Dites-moi si ça ne l'est pas. Oui, enfin, pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est aussi Sophie, pardonner, pardonner tu vas pour... dire, c'est aussi accepter. Ben, du coup, je dirais oui. À ce moment-là, oui. Si on pardonne après avoir été en colère, après vraiment avoir pu s'autoriser à dire que ça allait pas, s'autoriser à repérer vraiment l'impact que ça a eu sur nous aussi. De dire, ben oui, il y a tout ça, mais en fait, je vais vraiment aller regarder qu'est-ce que ça a fait. Parce que ce qui est vraiment, la plupart du temps, les gens refusent de critiquer leurs parents parce que c'est interdit, mais aussi parce que si on regarde vraiment ça, si on regarde de quoi on a besoin, si on regarde toutes les fois où ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, bah, ça va finir par soulever d'autres questions de est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Est-ce que je méritais pas autre chose? Est-ce que j'aurais grandi différemment si j'avais eu ça? Est-ce qu'ils m'aimaient vraiment? Euh, Et en fait, ça, c'est aussi des genres de questions qu'on va avoir envie d'éviter, parce que ça fait peur, évidemment. Et parce Ouais. qu'il faudra aussi, du coup, peut-être potentiellement faire le deuil de ce qu'on n'est pas devenu, parce qu'on n'a pas eu une éducation qui nous permettait d'avoir plus confiance en nous et d'accéder à ce super job ou d'accéder à telle relation ou d'avoir été la meilleure version de nous-mêmes pour telle ou telle chose, etc. Ça aussi, ça fait super peur. Du coup, je dirais que oui, si on a fait ces étapes-là et qu'on a compris ce qui allait pas, qu'on a compris ce dont on avait besoin et qu'on n'a pas eu, qu'on a réussi à faire ce travail sur nous, de comprendre comment on s'est construit en fonction de ça, et de dépasser ces choses-là. Et là-dedans, de se mettre dans une colère saine, encore une fois, de savoir reprocher les choses justement à qui ça revient, aux personnes à qui ça revient. Dans ce cas-là, oui, après ce processus-là, pardonner, ça permet
de passer à autre chose, d'avancer, de ne pas rester bloqué sur ça et de ne pas rester à ressasser ça tout le temps, parce que ce n'est pas non plus ce qu'on veut faire, évidemment, et d'accepter dans le sens, c'était pas OK de faire ça, mais j'accepte que ce soit mon passé, j'accepte que ce soit mon histoire, j'accepte que ce soit pas possible d'avoir vécu autre chose, et maintenant je vais me concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui. Et c'est ça, moi, que je fais avec mes patients comme travail, notamment, de dire, maintenant qu'on a vu ça, on va se concentrer sur aujourd'hui, je peux rattraper ça. Aujourd'hui, je peux récupérer les conséquences que ça a eu sur moi, et à tout moment, je peux changer ces choses-là. Et du coup, les laisser au passé, les laisser avec leurs responsabilités, et moi, prendre la mienne maintenant que je suis adulte, de guérir de ça et de faire mon travail pour avancer comme ça, et potentiellement, si c'est notre but, de ne pas reproduire ça avec nos enfants, évidemment. Bon, mais c'était très sympa. Merci à tous. Passez Merci une bonne beaucoup. soirée. Oui, merci. Bonne soirée à tout le monde. Oui, bonne soirée, au revoir. Au Au revoir. revoir.